Cours extrait de Physique-Chimie première spécialité aux éditions Le Livre Scolaire, donc cours 7. Pression et force pressante. Alors, la force pressante d'un fluide, c'est la force qu'exerce un fluide sur une paroi avec laquelle ce fluide est en contact. Alors, l'action mécanique du fluide est modélisée par une force qu'on appelle force pressante, et cette force pressante va être reliée à la pression du fluide et à la surface. S'il y a un fluide qui est à l'intérieur avec une certaine pression, enfin du moins, on va plutôt définir la pression comme le rapport de la force pressante à la surface. Et donc, l'unité de pression, ça va être des newtons par mètre carré, qu'on appelle des pascals. La pression, c'est donc une force par unité de surface, une force pressante par unité de surface. Alors, l'unité de pression qui est souvent utilisée, c'est le bar, qui est défini comme 10 exposant 5 pascal. Et on utilise aussi des fois l'hectopascal, notamment les météorologues. Donc, 1 hectopascal, eh bien, c'est 100 pascal. Et après, voilà, l'autre équivalent, c'est 1 bar égale 10 exposant 5 pascal. Ce qui fait que, oui, alors parmi les valeurs à connaître aussi, c'est une atmosphère qui est 1,013 bar et qui est donc 1013 hectopascal. Poussée d'Archimède. Donc, un fluide immergé dans un fluide va subir une pression du fluide plus grande en bas qu'en haut. Ça va être vu après. Donc, au final, il en résulte une force orientée appelée poussée d'Archimède. Et donc, voilà, cette force sera abordée plus en détail en terminale. Pour l'instant, on peut simplement comprendre que voilà, si on isole un cube par la pensée, on a ici une certaine surface horizontale, ici une autre surface horizontale. Ici, on a la colonne d'eau qui appuie ici et qui fait une force pressante Fp. On a dessous, comme on est plus bas, une pression plus élevée et donc une force pressante vers le haut plus élevée. Et entre ces deux forces pressantes, il y a une différence de poussée. Et donc la poussée d'Archimède, c'est la différence de poussée entre FA moins FB, et elle va donc être orientée vers le haut. Loi de Boyle-Mariotte. La pression ne varie pas indépendamment des autres propriétés du fluide, notamment volume et température. Alors il existe plusieurs lois pour définir le comportement des gaz, et on commence par voir la loi, une des plus simples, qui est la loi de Boyle-Mariotte, qui dit tout simplement que pour une quantité de gaz constante à température constante, et la température constante est très importante, le produit de la pression par son volume est constant, PV égale constante. Donc la pression en général on l'utilise, on l'exprime en pascal, le volume en mètres cubes, et donc on va avoir des pascal mètres cubes. Et alors il est intéressant aussi de voir que le produit PV a la dimension d'une énergie. Il y a une raison, mais on ne rentre pas dans les détails au niveau de la première. Voilà, mais si on va quand même rajouter une petite chose, c'est que si ça a la dimension d'une énergie, eh bien on peut aussi voir, si on isole P là, ça fait une énergie divisée par un volume, et donc on peut voir aussi la pression comme l'énergie volumique du gaz, une énergie volumique du gaz. Voilà. Cette petite précision est hors programme, mais peut-être qu'elle permet de donner aussi une autre signification à la pression que celle qu'on a donnée tout à l'heure. On rappelle que la définition de la pression, c'est une force par unité de surface. Voilà. Et donc, ici, la pression se mesure en pascal, et donc des pascals, c'est des newtons par mètre carré. Illustration de la loi de Boyle-Mariotte, j'ai ici un volume V0 qui a une pression P0. Si ici j'arrive à un volume V1 qui est égal à V0 sur 2, donc si j'ai divisé le volume par 2, eh bien ce que ça va faire, c'est que ça va multiplier la pression par 2. Si au début ici
j'avais une pression qui était égale à 1 bar par exemple, et bien ici dans ce cas-là, une fois que j'ai divisé le volume par 2, ben, j'aurai une pression qui vaut 2 bars. Modèle microscopique des fluides. Alors, un fluide à l'échelle microscopique est constitué de molécules, d'atomes ou d'ions en interaction. Alors, ces molécules sont séparées par du vide, elles sont en mouvement constant et désordonné les unes par rapport aux autres, elles n'arrêtent pas de s'entrechoquer. Par exemple, ici, cette molécule rebondit sur celle-là, ce qui fait que celle-ci qui est en train d'aller par là, ben, soudainement, elle va aller par là, elle va heurter celle-ci, enfin, tout ça est tout agité. Et alors, dans un liquide, les molécules se déplacent en restant... Alors oui, là on est en train de montrer un gaz. Donc dans un gaz, les molécules sont très espacées, elles se déplacent en ligne droite et ne changent de direction qu'après un choc avec un obstacle ou une autre molécule. Et donc il y a très peu d'interaction entre les molécules, sauf au moment bien sûr où elles s'entrechoquent. Si celle-là vient là et que celle-là vient là, elles vont par exemple reprendre chacune une direction différente. Alors ces molécules-là, si là je suis sur le bord d'une paroi, et bien, il va y avoir effectivement des chocs contre les parois. Et ces chocs vont expliquer la force pressante. Dans un liquide, les molécules se déplacent en restant au contact des molécules qui les entourent. Donc en fait, on a ce modèle, ça ressemble un petit peu à ce modèle, sauf que les molécules sont beaucoup plus proches les unes des autres, elles se touchent et donc elles changent de voisin. Tout ça n'est pas stable. Donc on garde un volume aussi constant parce que toutes les molécules restent proches et en contact les unes avec les autres. Par contre, elles n'ont pas de voisin stable, ce qui fait qu'il n'y a pas de forme solide qui peut se former. Le modèle microscopique et la pression. Alors, comme on a dit tout à l'heure que dans un fluide, ce qui soit liquide ou gazeux, les molécules sont en mouvement, eh bien les mouvements de ces molécules vont faire qu'une paroi ici reçoit à chaque fois, subit le choc et fait repartir la molécule dans l'autre sens. Alors globalement, ceci va revenir au même que une action mécanique globale qu'on représente sous la forme d'une force. Voilà. Et qui va être liée, encore une fois, si là on a un gaz avec une pression P, et qu'ici j'ai une paroi qui fait une surface S en mètres carrés, eh bien on va avoir la force qui va être égale à la pression, à la norme de la force qui va être égale à la pression que multiplie la surface. La force pressante est toujours dessinée perpendiculairement à la paroi et elle varie avec le nombre de chocs, c'est-à-dire la densité des molécules, mais aussi avec l'importance de chaque choc, c'est-à-dire l'agitation moyenne des molécules, et cette agitation moyenne, elle est liée à la température. Alors que fait la température mesurée avec un thermomètre est une propriété macroscopique du fluide. Alors, on n'a pas précisé ici, la pression, en fait, c'est une propriété macroscopique parce que c'est une propriété qu'on peut mesurer à notre échelle. Macroscopique, c'est à notre échelle, et microscopique, c'est à l'échelle des particules. Donc, à notre échelle, on mesure une pression sur une surface qui met en jeu des milliards et des milliards et des milliards de molécules, mais par contre, à l'échelle microscopique, on pourrait décrire le comportement individuel de chaque molécule comme étant une particule qui fait un choc et qui rebondit sur une paroi. Voilà. Donc, en fait, on voit bien que la pression, c'est une propriété macroscopique du fluide qui peut être expliquée par un modèle microscopique du fluide qui met en jeu les molécules qui se déplacent. Pareil pour la température. La température, c'est une propriété macroscopique, ça veut dire qu'on peut la mesurer à notre échelle, et elle est reliée à l'agitation des molécules du fluide, c'est-à-dire que le fluide est constitué de molécules qui se déplacent avec une certaine vitesse et donc une certaine énergie. Et la température, qui est une grandeur macroscopique puisqu'elle se mesure à notre échelle avec un instrument de mesure qui est le thermomètre, elle est due à une vitesse moyenne de mouvement d'agitation de milliards et de milliards de molécules. Donc comme tout à l'heure, un comportement microscopique de milliards de molécules se traduit par une grandeur macroscopique qu'on peut mesurer à notre échelle et qui est la température.
Alors, il ne faut pas confondre chaleur et température. Là, ce qu'on appelle chaleur et qu'on devrait appeler transfert thermique, c'est une énergie. Hein, donc ça se mesure en joules. Et quand on transfère de l'énergie à un système, sa température augmente, c'est-à-dire que toute cette énergie qu'on a transmise au système va se traduire par une élévation de sa température, et donc la température, qui est une grandeur qui est liée à l'énergie, mais qui se mesure avec une autre unité, donc qui se mesure en degrés pour l'échelle la plus connue et la plus commune, mais qui qui se mesure dans le système international en Kelvin. Alors, un petit rappel, l'échelle en Kelvin et l'échelle en degrés sont intimement liées. L'échelle en degrés a simplement été définie par M. Celsius, qui définit historiquement 0 degré comme la température de solidification de l'eau ou de fusion de la glace, et 100 degrés comme la température d'ébullition de l'eau ou de vaporisation de la vapeur d'eau. Alors, une fois qu'on a mis un 0 et un 100 degrés, sur une échelle, on peut définir toutes les autres températures et notamment des températures négatives. Dans l'histoire des sciences, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas descendre plus bas que moins 273 degrés Celsius. Et avec ce modèle microscopique, eh bien, on peut le comprendre, puisque la température, c'est lié à l'agitation des molécules. Ben, il y a un moment où on ne peut pas agiter moins que lorsque les molécules sont immobiles. Donc ça correspond au zéro absolu, 0 Kelvin. Et à partir du moment où on a une échelle qui commence à moins 273, eh bien, on a tout intérêt à utiliser cette échelle pour certaines lois, puisque ça évite les valeurs négatives et on va avoir pour certaines lois proportionnalité de certaines grandeurs à la température. Donc, du coup, on garde une augmentation d'un Kelvin, c'est pareil qu'une augmentation d'un degré. Donc, on décale simplement l'échelle du zéro, ce qui fait que le 0 degré Celsius correspond à 273 Kelvin et que le 100 degrés Celsius correspond à 373 Kelvin. Loi fondamentale de la statique des fluides. Alors, dans un fluide, qu'il soit gazeux ou liquide, la pression n'est pas uniforme du tout en tout point du fluide. La loi fondamentale de la statique des fluides permet de relier la variation de pression à sa masse volumique et au champ de gravité. Pour un fluide incompressible, alors cette restriction va faire en sorte qu'on applique surtout cette loi fondamentale de la statique des fluides dans un liquide, dans un liquide, les molécules sont toutes proches les unes des autres, même si elles ne sont pas liées. Donc, si je prends un liquide et que j'essaye de lui faire prendre moins de place en le comprimant, eh ben, je ne vais pas y arriver, enfin du moins il ne va pas se comprimer facilement puisque les molécules se touchent déjà. Voilà donc pour le terme incompressible. Le volume demeure constant sous l'action d'une pression extérieure. Pour un fluide incompressible dans un champ de gravité uniforme, la loi fondamentale de la statique des fluides s'écrit, alors PA moins PB égale ρ G ZB moins ZA. Donc PA moins PB, on l'écrit parfois delta P, c'est-à-dire la variation de pression. Elle est proportionnelle à l'écart d'altitude entre les deux points entre lesquels on mesure la pression. Alors au passage, si ici j'ai un récipient qui est comme ça et que je mesure, ils n'ont pas besoin d'être à l'aplomb l'un de l'autre, les deux points. Si j'ai mon point A qui est là et mon point B qui est là, je peux utiliser aussi le principe fondamental de la statique. Hein, et dans ce cas-là, on ne prendra pas la distance entre les deux, mais on prendra bien ici toujours ZA moins ZB, ou ZB moins ZA. Alors, la variation de pression est proportionnelle à la masse volumique du fluide en kg par mètre cube. C'est-à-dire que si le fluide est plus dense, eh bien, pour une même profondeur, il y aura une pression plus élevée, ça semble logique. Elle est aussi proportionnelle à G, ça veut dire que
eh bien, en dessous de 10 mètres d'eau, si on était sur une planète de gravité qui est supérieure, la pression serait supérieure. Voilà tout ce que ça veut dire. Et donc il y a proportionnalité à la gravitation, à l'intensité de la pesanteur du lieu en question. Et ZB moins ZA, c'est simplement la différence d'altitude entre les deux. Alors la plupart du temps, on peut faire l'approximation qu'un liquide est incompressible, mais ce n'est pas le cas pour les gaz. Et pour le champ de pesanteur, on va pouvoir le considérer uniforme tant qu'on n'étudie pas des problèmes qui font plusieurs centaines ou kilomètres d'épaisseur. Par exemple, c'est ce modèle ici pour calculer la pression la pression au fond d'un océan qui ferait 11 km de profondeur, il faudrait commencer à aller peut-être un petit peu plus loin dans dans la vérification des hypothèses de cette loi fondamentale de la statique des fluides. Alors, au niveau des unités, la masse volumique s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Alors, on va faire un petit calcul ici. Kilogrammes par mètre cube. Qu'on multiplie par G. Alors, G, c'est des newtons par kilogramme. Qu'on multiplie par ZA moins ZB, ce sont des mètres. On voit qu'on peut simplifier les kilogrammes, que le mètre cube va se simplifier avec le mètre pour faire finalement des 1 sur mètre carré. Non, des newtons par mètre carré, et des newtons par mètre carré, on avait dit que c'était des pascals. Donc, quand on rentre dans cette formule des unités du système international, il en ressort pour la variation de pression l'unité du système international de pression qui est le pascal. Encore un cas courant pour l'utilisation de la formule, c'est le cas où le point A est situé. Alors je vais le dessiner ici, de l'eau, voilà. Et puis on a ici la surface, du moins on a l'atmosphère ici, et puis on a le liquide qui commence, voilà. Puis on s'intéresse à la pression en un point ici que j'appelle en un point, et on cherche la pression en ce point. Alors on a vu ici que PA moins PB c'était égal à ρ GZ, et on peut écrire cette équation aussi en disant que la pression en ce point, c'est la pression en ce point, c'est-à-dire la pression atmosphérique, plus ρ fois G fois delta Z. Et delta Z, on l'appelle des fois H, c'est la hauteur. Voilà, mais je vais laisser ici sous forme delta Z. Et donc la pression dans un fluide, c'est la pression atmosphérique, puisqu'ici l'eau est soumise au choc des molécules de l'air, et donc l'eau ici est soumise à la pression atmosphérique, et donc la pression à une certaine profondeur, c'est la pression atmosphérique plus ρ G delta Z. Masse volumique des fluides, alors on l'avait déjà dit, on en reparle une fois. La masse volumique mesure la masse par unité de volume, et donc c'est la masse de toutes les molécules qui y composent. Dans un liquide, les molécules sont en contact les unes des autres, donc elles ne peuvent pas s'éloigner ou se rapprocher, elles ne peuvent pas se rentrer dedans, ce qui fait que les liquides sont en général incompressibles. On dit en général parce que, bien sûr, sous de fortes pressions, les molécules peuvent un peu s'interpénétrer, et bien sûr, ça fait une pression énorme parce qu'elles n'ont pas envie de se rentrer les unes dans les autres, parce que leur nuage électronique à toutes les molécules, si je dessine une molécule comme ça avec les noyaux des atomes qui sont là, tout ça c'est un nuage électronique, et donc quand ça rencontre une autre molécule avec les noyaux qui sont là et le nuage électronique, les nuages électroniques se repoussent parce qu'ils sont tous les deux négatifs et les molécules ne peuvent pas s'interpénétrer. Par contre, dans un gaz, comme les molécules sont très distantes les unes des autres, donc là mon dessin n'est pas à l'échelle parce que d'une manière générale, la distance, l'ordre de grandeur de la distance qui sépare deux molécules, c'est 800 fois leur diamètre. Voilà, donc bien sûr, ça fait plein de place entre les molécules, et donc les gaz sont susceptibles de prendre moins de place si on comprime, si on cherche à faire se rapprocher les molécules en réduisant l'espace disponible, mais bien sûr, ça fait augmenter la pression.
Application très classique. Quelle est la pression que subit un plongeur à 10 mètres de profondeur? Alors, comme on a dit tout à l'heure, bah, la pression du plongeur, ça va être ρ de l'eau fois G fois delta Z plus la pression à la surface. Alors, à la surface, j'ai 1013 hectopascales, c'est la pression atmosphérique qui va faire 101 300 pascales, auquel on ajoute 1000, c'est la masse volumique de l'eau fois 9,81, c'est G fois Z 10 mètres. Et on arrive, quand on ne garde que deux chiffres significatifs, à 2 fois 10, 5 pascal, qui est à peu près le double de la pression atmosphérique. Donc le plongeur subit à cette profondeur une pression 2 fois plus forte à 10 mètres qu'à la surface de l'eau.